Salut à tous! Parlons impôts en Israël. Ça vous semble un peu compliqué? Rassurez-vous, c'est le cas pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour en sortir le plus important, les clés pour vraiment optimiser sa situation financière, que ce soit à titre personnel ou pour son entreprise. Alors oui, c'est vrai, quand on regarde ça de loin, ça ressemble un peu à un labyrinthe. On peut vite se sentir perdu avec toutes ces règles, ces chemins qui partent dans tous les sens. Mais la super nouvelle, c'est qu'une carte existe. Avec les bonnes infos, ce labyrinthe devient non seulement plus simple à naviguer, mais il peut même cacher de belles opportunités. Et c'est justement là que tout se joue. Une bonne gestion de ses impôts, ce n'est pas juste de la paperasse pour être en règle. Non, en fait, c'est un véritable levier. Un outil puissant qui peut vraiment faire pencher la balance du bon côté et générer des économies très significatives. Ok, pour s'y retrouver, voilà le plan du jour. D'abord, on va décortiquer les bases du système. Ensuite, on se penchera sur le cas des particuliers, puis sur celui des entreprises. Et pour finir, on fera un petit zoom sur un sujet très concret, l'immobilier locatif. Allez, c'est parti pour la première partie. On va poser les fondations parce que c'est l'étape indispensable pour ensuite construire une stratégie d'optimisation qui tient la route. Bon, le premier truc à bien piger, c'est qu'en Israël, l'impôt sur le revenu fonctionne sur un système qu'on appelle progressif. Le principe est assez simple en fait, plus on gagne, plus le pourcentage d'impôt sur les tranches de revenus les plus hautes est élevé. Alors là, attention, c'est un point super important. La différence entre un résident et un non-résident. Si on est résident israélien, eh bien, on est imposé sur tous ses revenus, qu'ils viennent d'Israël ou d'ailleurs dans le monde. Par contre, pour un non-résident, c'est totalement différent. Il n'est taxé que sur l'argent gagné en Israël. L'approche n'est pas du tout la même. Ok, si on monte son business, le choix de la structure, c'est crucial. Regardons les trois options principales. D'abord, l'OSEC Patour. Pensez-y comme le mode starter. C'est le plus simple. Pas de TVA gérée en dessous d'un certain chiffre d'affaires. Ensuite, on passe à l'OSEC Mouresh. Là, on commence à collecter la TVA. Pour ces deux statuts, l'impôt est payé au niveau personnel. Et puis, il y a la Evra Baham, la société. Là, c'est une autre dimension. L'entreprise devient une personne morale à part entière et paie son propre impôt, l'impôt sur les sociétés. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, passons à ce qui concerne tout le monde au niveau personnel. On va voir comment gérer et surtout comment optimiser ses impôts de particuliers. On l'a déjà effleuré, mais il faut vraiment insister là-dessus. C'est capital pour tout résident israélien. C'est l'obligation de transparence totale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut tout déclarer. Le salaire d'ici, oui, mais aussi les loyers de l'appart à Paris ou les gains de ses actions à New York. Tout, absolument tout. Mais attention, tout déclarer ne veut pas dire être taxé sur tout. Heureusement, il existe plein de déductions pour alléger la facture. Par exemple, on peut avoir des crédits d'impôt pour l'éducation des enfants. On fait des dons à des associations? Super, ça peut donner droit à des avantages. Et il y a même des déductions pour certaines dépenses de santé. Et voilà, c'est exactement ça. La clé pour optimiser. Il faut être curieux, aller chercher l'info, être proactif. Chaque petite déduction, chaque crédit d'impôt, mis bout à bout, ça peut faire une énorme différence sur la note finale. C'est le geste le plus simple et le plus rentable qu'on puisse faire. Un petit point de vigilance pour beaucoup de monde, les retraites qu'on touche de l'étranger. Il faut savoir que ces pensions, elles peuvent être imposables ici en Israël. Ça dépend des accords fiscaux entre les pays. C'est typiquement le genre de cas où il vaut mieux ne pas rester seul et demander conseil à un expert. Allez, on change de casquette et on passe côté pro. Troisième partie, les entreprises. Et comment mettre en place une planification fiscale qui marche vraiment. Pour une entreprise, la règle numéro 1, c'est la rigueur. Une compta nickel, c'est la base de tout. Il faut suivre de près les rentrées d'argent, les dépenses, pour savoir où on en est sur les bénéfices. Et à partir de là, payer l'impôt sur les sociétés et, bien sûr, gérer la TVA comme il faut. Ok, mais concrètement, comment on fait pour bien planifier? C'est un processus en 4 temps. Premièrement, on respecte les règles. C'est la base pour éviter les ennuis. Deuxièmement, on est proactif. On va chercher les crédits d'impôt, on ne les attend pas. Troisièmement, la rigueur. Encore, on déduit toutes les dépenses professionnelles, même les plus petites. Et enfin, quatrièmement, on reste flexible. Les lois et le business, ça bouge. Il faut donc revoir sa stratégie de temps en temps pour qu'elle reste efficace. Et croyez-moi, les avantages peuvent être vraiment intéressants. Le système pousse vraiment l'innovation, par exemple avec de gros crédits d'impôt pour la recherche et le développement. Et au-delà des déductions classiques pour les frais de fonctionnement, il y a aussi des bonus fiscaux si on embauche certaines catégories de travailleurs. On arrive à notre dernière partie et on va parler de quelque chose de très concret. La pierre, l'immobilier. On va voir comment optimiser les revenus qu'on tire de la location longue durée. Si on est propriétaire et qu'on loue un bien, il y a des règles du jeu claires. Évidemment, il faut déclarer les loyers qu'on perçoit, mais il faut aussi penser à déclarer toutes les dépenses liées à ce bien, parce que c'est ça qui va permettre de réduire l'impôt. Et bien sûr, on n'oublie pas de payer ses taxes locales à l'heure, comme l'Arnona. Alors, justement, quelles sont ces fameuses dépenses qu'on peut déduire?
Eh bien, il y en a pas mal. Pensez aux travaux d'entretien. Une fuite à réparer, un coup de peinture, tout ça c'est déductible. Les intérêts du crédit immobilier aussi, et c'est souvent une grosse partie. Et même les frais d'agence si on délègue la gestion du bien. Finalement, tout se résume à cette idée. C'est un cercle vertueux en fait. Mieux on gère ses impôts, plus on fait l'économie, et plus on est serein vis-à-vis de l'administration. C'est un petit investissement en temps et en attention qui rapporte toujours gros à la fin. Alors voilà, on arrive à la fin. Et j'ai une petite question pour la route. Après tout ce qu'on vient de voir, quelle serait la première petite action, le premier pas qu'on pourrait faire dès cette année pour commencer à reprendre le contrôle de sa situation fiscale? Peu importe la réponse, c'est ce premier pas qui compte vraiment.